Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire quelques passages de mon livre L'éveil des consciences, pour vous lire quelques passages sur la réussite, parce que j'ai vu que j'étais suivi, je le sais, par un grand nombre de jeunes hommes qui écoutent mes vidéos pour s'instruire, mais surtout pour en tirer matière à réussir leur existence. Donc je vais vous lire quelques passages sur la réussite, puisque ma vie est faite de réussite, mais aussi d'échecs, donc d'expériences, et c'est par ces expériences que je retransmets par mon verbe, que je couche sur du papier, ou plutôt par ordinateur au début, comme ces vidéos, et ensuite sur du papier, que je peux instruire ceux qui viendront après moi. Donc, par mes réussites et par mes échecs et par l'expérience de la vie de mes réussites et de mes échecs et des analyses que j'en tire, je peux donc écrire pour guider les hommes, puisque je connais la réussite. Je suis un auteur qui a vendu près maintenant de 5 millions de livres dans le monde, et j'ai vécu aussi des échecs comme tout homme, et j'ai vécu des réussites amoureuses comme des échecs, donc je connais la vie des hommes, des réussites, j'ai connu l'amitié, j'ai connu la trahison, j'ai connu bien des choses, mais ce qui fait ma force, c'est d'être capable d'analyser tout ça. Donc, je vais vous lire ces quelques textes qui, j'espère, vous seront d'une grande utilité et qui permettront à ceux qui viendront après moi de vivre pleinement leur existence et d'essayer d'y trouver le bonheur et la joie, et de prendre en fin de compte cette existence avec du recul, de prendre ses souffrances et ses réussites avec du recul pour mieux vivre l'avenir. Voilà, je vais vous lire ces petits textes sur la réussite. Alors, je ne vais pas tout vous lire puisque c'est un bouquin qui fait 500, presque 540 pages. Donc je vais vous lire ces petits textes en espérant qu'ils vont vous aider. Le secret de la réussite. Il ne faut pas rechercher la reconnaissance, mais s'imposer. Qui recherche la reconnaissance doute de lui-même en se plaçant dans une position d'infériorité pour se faire approuver par ceux qu'il pense aptes à le juger. L'homme de conviction s'impose et ne recherche pas l'approbation. Il agit pour le bien des hommes et non pour leur plaire. Alors ça, c'est une des bases, mais tous les textes que je vais vous lire sont des bases. Réussir. Pour réussir, il faut observer le monde, oser agir en tentant sa chance quand l'opportunité se présente, et savoir se retirer à temps si la situation devient dangereuse. Leçon de vie. Il y a ce qui est dit et ce que je vois. Si ce qui est dit ne correspond pas à ce que je vois, je me fie à ce que je vois. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir confiance en soi et ne pas écouter bêtement ce que disent les autres si ce que vous voyez ne correspond pas à la réalité. C'est simple, mais il est bon de le répéter. Saisir sa chance. N'attends pas qu'on te donne ta chance, prends-la. Ça, c'est vraiment une des bases. Ne pas attendre. Je vois tant de gens qui attendent qu'on leur donne leur chance. Non, non. On y va, la chance, elle se prend. C'est par l'action que nous réussissons, que nous échouons. Autrement, nous ne faisons rien si nous attendons. Volonté. Notre volonté dépend de notre éducation, mais aussi de notre génétique et de notre état physiologique et hormonal qui influent terriblement sur notre façon de penser et de réagir. Avoir de la volonté ne dépend donc pas de notre volonté, et il faut une grande prise de conscience donnée par les hasards de la vie pour surmonter notre éducation, notre génétique et notre état physiologique et hormonal, pour enfin avoir la volonté à être capable d'agir en homme libre.
c'est une des bases, hein. Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. Et quand on comprend que l'on ne peut pas, ben, éviter d'agir et agir que lorsque l'on peut. Qu'est-ce que la réussite? La réussite, c'est tout simplement réussir ce qu'on entreprend. C'est directement lié à l'action. Et bien que souvent associée à la sensation agréable d'accomplissement, la réussite n'est pas toujours en rapport avec les sensations de sérénité et de bonheur chez l'homme. Ces dernières pouvant être trouvées dans la quête, voire même dans l'inaction et la contemplation. Ah oui, le bonheur n'est pas lié à la réussite, mais la réussite peut donner le bonheur. Quelle qualité pour réussir? Il y a beaucoup de gens ayant une grande capacité d'analyse. Il y a beaucoup de gens ayant la capacité d'agir. Mais il est beaucoup plus rare de trouver des personnes ayant assez d'énergie pour coupler cette faculté d'analyse et cette possibilité de passer à l'action. Ces deux caractéristiques consommant énormément d'énergie, elles finissent souvent par épuiser celui qui les possède. Réussir demande donc à la base énormément d'investissement énergétique et un système nerveux capable de supporter la réflexion et l'analyse permanente associée à la capacité de passer à l'action. Ah oui, parce que agir demande beaucoup d'énergie, mais observer et analyser aussi, le cerveau est un énorme consommateur d'énergie. Et ceux qui réussissent ou ceux qui agissent sont des gens qui ont cette capacité énergétique et tout le monde ne l'a pas. Mais en la travaillant, on peut l'augmenter. Le secret de la survie. Quand tu pars sans soutien familial, sans soutien communautaire, sans argent, mais avec une bonne cervelle, ton seul moyen pour survivre, c'est d'observer et d'analyser avant d'agir. Observer et analyser pour ne pas mourir, c'est sûrement le plus puissant moteur du génie humain. Et oui, c'est la nécessité qui force les hommes à observer, à agir. Et souvent, cette nécessité est le moteur du génie. Quand vous êtes dans le manque, quand vous êtes dans la merde, c'est là où vous sortez les doigts du cul, comme on dit, hein, et que vous vous forcez à vous dépasser. Et c'est là que l'on peut, à ce moment-là, devenir exceptionnel ou génial. Parce qu'en général, quand on a tout et quand on est avec une cuillère en or dans la bouche, il y a peu de chances que nos actions ensuite deviennent géniales. Conseil pour réussir. Qu'importe votre but, pour réussir, il faut avoir le courage d'agir à la première opportunité, aller de l'avant, être le premier à rentrer quand s'ouvre une possibilité, mais surtout être le premier à sortir si vous sentez que cela peut mal se passer. Réussir, c'est avant tout agir, foncer quand l'opportunité se présente et ne pas s'entêter si la situation devient dangereuse. Rentrer le premier pour gagner et sortir le premier pour éviter la destruction. Beaucoup de gens n'osent pas agir car ils ont peur d'échouer. Mais échouer est un chemin par lequel passent tous ceux qui agissent. Ce qui est grave, ce n'est pas l'échec, c'est s'entêter et perdre son énergie dans une voie sans issue par refus de l'échec, par orgueil ou à cause du regard des autres, ou ne pas agir par peur de l'échec et du jugement des autres. Voilà, ça c'est un des textes les plus importants pour réussir. Agir, être le premier à rentrer, mais être aussi le premier à sortir quand vous voyez que cela devient dangereux. Parce que si vous restez, vous allez perdre de l'énergie, peut-être même mourir. Prendre le meilleur. Mes échecs me renforcent et mes victoires me rassurent. J'essaie de prendre le meilleur de la vie. La voie de la réussite. Dans la vie,
il faut faire la différence entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Si ce qu'on veut est en dehors de ce qu'on peut, notre vie sera d'une perpétuelle insatisfaction. C'est ainsi que l'enseignement de la logique permettra à l'homme d'accorder ses désirs avec ses possibilités. Un homme heureux est un homme qui désire uniquement ce qu'il peut acquérir et réaliser, et qui s'en donne les moyens par l'action. Vouloir et pouvoir. Si un homme réalise une chose, c'est souvent qu'il l'a décidée. Mais l'homme ne réalise une chose que s'il le peut. C'est ainsi que croire que le monde évolue par la volonté de certains hommes qui décident de réaliser certaines choses est une erreur de compréhension du fonctionnement du monde. Avant de réaliser, il faut pouvoir, et ce pouvoir n'est pas donné que par la volonté, mais avant tout par l'évolution du milieu et les opportunités qu'il génère. Prenons l'exemple des pyramides d'Égypte. Si les plus anciennes furent réalisées avec des blocs de pierre énormes, tirés sur des kilomètres par des milliers d'hommes, ce qui impressionne toujours, car l'effort fourni pour acheminer ces blocs de pierre nous semble aujourd'hui démesuré, c'est qu'il n'y avait à l'époque, pour des raisons économiques et techniques, aucun moyen de faire autrement. Pourquoi tailler dans les carrières de gros blocs très difficiles à transporter, plutôt que de tailler de petits blocs qui auraient demandé plus ou moins d'efforts humains pour les acheminer jusqu'aux pyramides? Tout simplement parce que la technologie de l'époque ne le permettait pas. En effet, à l'époque des premières pyramides, ce qu'on appelle l'Ancien Empire, les hommes ne connaissaient pas les outils en cuivre, un métal relativement mou et s'usant très vite. Le coût de l'extraction du cuivre et de la fabrication des outils était extrêmement élevé à cette période. Et il était donc plus économique de ne pas trop détruire d'outils dans la taille des blocs. C'est pour cela qu'on taillait de gros blocs de pierre, ce qui détruisait moins d'outils qu'en taillant un même volume de petits blocs. Même si en contrepartie, l'acheminement de ces blocs cyclopéens demandait l'effort et la rémunération de milliers d'hommes et une organisation rigoureuse, c'était toujours plus économique que de détruire une grande quantité d'outils en cuivre très chers pour extraire et tailler des blocs plus petits. Ce ne fut que plus tard, à l'époque dite du Nouvel Empire, avec l'évolution de la technologie des outils métalliques et l'ouverture du commerce et l'importation des outils en bronze ou de matières premières pour en fabriquer, que se généralisa la construction des pyramides avec de petits blocs de pierre. Car les outils modernes, bien plus résistants et moins onéreux, permettaient, avec un coût réduit, de tailler des petits blocs de pierre dans les carrières et ainsi faisaient du même coup économiser de la main-d'œuvre en acheminant facilement ces blocs jusqu'au chantier de construction. Comme on peut le voir, toute décision humaine dépend des possibilités de les réaliser. Et à l'époque, il était économiquement irréalisable de construire des pyramides avec de petits blocs de pierre, bien que techniquement, cela eût été possible. Pour comprendre la prépondérance du pouvoir sur le vouloir, on peut analyser, en philosophe, le phénomène du mouvement impressionniste qui a toujours poussé les peintres à quitter les ateliers pour aller en extérieur coucher sur leurs toiles leurs impressions colorées. Ce fut moins une affaire de volonté humaine qu'une possibilité due à l'évolution des transports et au conditionnement des peintures dans les tubes qui permirent aux peintres de sortir de leurs ateliers pour aller peindre dans la nature en s'éloignant des villes grâce aux trains vapeur, en emportant avec eux des couleurs dans ces tubes sans avoir à les préparer laborieusement dans la pénombre des ateliers. Il n'y a donc pas une volonté libre, mais plutôt une opportunité donnée par l'évolution des techniques. Un peu comme nos premiers ancêtres terrestres qui sortirent de l'eau, non pas par leur volonté propre, mais par le simple fait que l'évolution de leurs nageoires, faites pour être rapides et mobiles dans l'eau, pouvait être détournée de leur fonction initiale en servant de pattes, soit pour fuir des prédateurs aquatiques en se réfugiant momentanément sur Terre,
ou pour sortir de l'eau d'une façon occasionnelle pour augmenter leur territoire de recherche calorique, de recherche alimentaire, et ainsi augmenter leurs chances de survie. Comme on peut le voir, la vie et l'évolution de toute chose est fondamentalement liée au détournement de fonctions et aux opportunités liées au changement de milieu permettant à la volonté de s'affirmer. La volonté dépendant donc de la possibilité. Toute chose se réalisant donc en temps et en heure quand cela est possible et pas avant. Voici un dernier exemple pour bien comprendre que la réalisation de la volonté dépend moins du désir que de la possibilité. Cet exemple est architectural. Qu'est-ce qui permit au XIXe siècle de laisser entrer plus de lumière dans les habitations, c'est-à-dire d'ouvrir à la lumière du jour les bâtiments? Ce n'est pas la volonté humaine de laisser entrer la lumière, mais la possibilité. Et on se retrouve toujours avec l'évolution des techniques permettant la réalisation des désirs. À cette époque, les progrès en sidérurgie permirent de réaliser des tubes en fond peu volumineux qui pouvaient placer verticalement, soutenir des pans de murs entiers et remplacer des murs épais, permettant d'ouvrir à la lumière les immeubles et de laisser aller l'esprit des architectes dans leur recherche d'ouverture de lumière. Nous voyons donc que toutes les réalisations humaines, même si elles découlent de la volonté, sont assujetties aux possibilités de réalisation générées par le milieu et son évolution. Et que vouloir sans pouvoir est de la folie ou un manque de lucidité. L'homme sage ne voulant que ce qu'il sait pouvoir, les possibilités évoluant avec les changements du milieu. Voilà un texte extrêmement puissant, je m'autocongratule, qui vous explique en fin de compte que la volonté, la réalisation de cette volonté dépend en fin de compte de la possibilité que vous offre le milieu. Je ferai une petite analogie avec ce qui se passe actuellement avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui est en fin de compte non pas une volonté des hommes, mais une possibilité actuelle qui permet aux hommes qui ont de la volonté de pouvoir réaliser ce référendum d'initiative citoyenne, parce que grâce aux réseaux sociaux, aux réseaux d'information, au progrès technologique de nos logiciels, de notre informatique, nous pouvons communiquer les uns les autres et nous informer sur ce qui se passe dans notre pays et dans le monde, grâce justement à ce flux immense, titanesque d'informations qui arrivent jusqu'à nos oreilles et qui permet à tout citoyen, à tout homme, s'il prend son temps d'étudier, de peser les informations, d'analyser les informations qui arrivent à ses yeux, à ses oreilles, d'essayer de trouver justement une voie pour son avenir et de pouvoir à ce moment-là choisir son avenir parce qu'il peut être informé. Alors il est informé en bien, en mal, les informations qui arrivent sont justes, des fois fausses, mais il apprend justement à trier, alors qu'avant, seuls les puissants pouvaient, par leur réseau d'informateurs payés très cher, savoir ce qui se passait en France ou dans l'Empire. Maintenant, chaque individu peut savoir à peu près ce qu'il se passe. Bien sûr, il doit faire un énorme travail de tri parmi les informations vraies ou fausses qui lui arrivent aux oreilles, mais il a les informations qui arrivent, et c'est pour ça que maintenant, chaque Français, chaque citoyen, chaque homme peut décider de son avenir, proposer en groupe des lois, en s'unissant par ses réseaux sociaux, et en fin de compte, les voter d'une façon générale, et ne pas déléguer ça à des cochons parasites que sont souvent les sénateurs, les députés et tous ces politiques qui font les lois pour eux et pour ceux qui les ont mis en place, c'est-à-dire les gros lobbies, les grosses puissances énergétiques qui tiennent les médias. Donc on voit une analogie, nous pouvons être libres, nous pouvons faire le RIC, donc les référendums d'initiative citoyenne, tout simplement car les outils technologiques sont là pour que le peuple devienne libre. Ce n'est pas uniquement la volonté du peuple qui va le rendre libre, c'est aussi la possibilité donnée par la technologie
qui va lui permettre de réaliser son rêve. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura aidé à comprendre comment fonctionne le monde et qui pourra vous aider sur les chemins de la réussite, réussir sa vie et essayer d'être heureux par là. Voilà, c'était Frédéric Delavier, 20 minutes d'enseignement philosophique. Alors, je ne vous dis pas de mettre un pouce bleu sur ma vidéo, j'en ai que foutre. Je vous dis simplement, si vous voulez devenir un homme libre, achetez mon livre, ça me permettra de me payer mon 4x4 et de me payer des restaurants. Et si vous n'avez pas les moyens, eh ben, piratez-le ou allez le lire en librairie. Feuilletez-le, on n'en a rien à péter, ou écoutez mes vidéos si vous n'avez pas d'argent. Mais dans tous les cas, allez regarder mon bouquin, lisez-le, piratez-le, achetez-le, ça me fera du bien. Il vous fera à vous aussi le plus grand bien, car il vous évitera de passer par les routes difficiles où je suis passé, de prendre que les routes qui mènent à la réussite. Bon, en général, la vie est faite de réussite ou d'échecs, mais ce bouquin vous évitera quand même pas mal de problèmes. Bien sûr, pour avoir la sensation du bonheur et de la joie, il faut quand même bouffer un peu de merde et connaître un peu d'échecs. C'est la seule façon de vraiment ressentir le bonheur et la joie. Parce que si on bouffe tout le temps du gâteau au chocolat, on finit par en être dégoûté. C'est en bouffant de la merde que le gâteau au chocolat prend vraiment tout son goût formidable et vous apporte beaucoup de bonheur. Bon, l'essentiel étant quand même d'éviter d'être trop dans la merde ou de trop se gaver de gâteau au chocolat. La vie est faite d'équilibre rectifié, l'important étant de trouver la voie du milieu, celle qui mène à la sérénité. C'était Fred Delavier, à bientôt.